Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Guillaume Rivalan. C'est officiel, depuis le milieu de matinée, Édouard Philippe va lancer son parti politique au Havre dans pile un mois, le 8 octobre prochain. À 7 mois de la présidentielle, cette création peut interroger sur les intentions de l'ancien locataire de Matignon. D'où notre débat. Édouard Philippe crée son parti. Va-t-il se présenter à la présidentielle? Vous avez 3 réponses possibles sur Twitter. En 2022, en 2027 ou jamais. Vous êtes 19% à dire en 2022, 27% en 2027 et 54% jamais. Avec nous pour en débattre, Benjamin Morel, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2. Et Jean-Philippe Moinet, auteur de Présent antérieur aux éditions 100 000 milliards et fondateur de la revue Civique. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Eh bien, avec grand plaisir. Alors, avec l'élection du président de la République au suffrage universel, un parti n'existe que s'il a un candidat à la présidentielle. Donc, ça veut dire qu'il devrait se présenter dès 2022. Édouard Philippe ? Oui. Alors pour plusieurs raisons, j'y crois pas du tout. D'abord, on y reviendra parce que je pense que la place est un peu prise d'après les signaux de la rentrée par un candidat qui a l'air d'être pas seulement probable, mais certain de la famille majoritaire. 2, parce que la déloyauté fait pas trop partie du code génétique d'Édouard Philippe. 15 ans de loyauté parfois très rigide. Les sarkozystes en savent quelque chose à l'UMP d'Édouard Philippe envers Alain Juppé, puis auprès d'Emmanuel Macron à Matignon. Malgré les crises et parfois quelques divergences, notamment sur les retraites, officiellement, il n'y a pas eu beaucoup de feuilles de papier à cigarette entre les deux hommes. Il est très discret sur ces sujets. Et donc, je pense qu'il a par contre un rôle très important à jouer et qu'il joue, et il a commencé à jouer. Et on reviendra sur un épisode passé assez inaperçu, une petite marche dans la forêt de Fontainebleau avec 2-3 présidents d'élus, dont Christian Estrosi, dont Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, dont le maire d'Angers, tout ça agrégeant, on va dire, la droite, soit Macron compatible, soit même de la majorité. En tout cas qui s'y reconnaissent. Et donc, de ce fait-là, il a un rôle à jouer dans la campagne. On voit bien que le centre de gravité s'est déplacé vers la droite en France. Et au sein de la majorité, il y a ceux qui sont au gouvernement, qui sont assez nombreux de droite, mais en dehors du gouvernement, finalement, il n'y a pas grand monde qui a du poids. Et il peut en avoir pendant la campagne présidentielle et pour les législatives, parce que c'est ça, on en reparlera. C'est la phase 2. Les législatives de 2022, là, je crois vraiment à son rôle très actif dans cette perspective-là. Philippe Bilger. Jean-Philippe Moinet, je vous rejoins parce que le parcours d'Édouard Philippe est tout de même très surprenant. Initialement, le président lui demande d'avoir un rôle actif dans la recomposition de la majorité. Il fait savoir qu'il n'en veut pas. Pendant des mois, il ne fait rien, apparemment. Donc il est évidemment au sommet, c'est classique chez les Français. Et puis ensuite, il écrit un livre. Il fait cette tournée, d'ailleurs un livre très étrange, où il éprouve le besoin en permanence d'avoir un style alambiqué, parce qu'il veut mettre le malheureux Boyer dans le coup en permanence. Et puis ensuite, là, il commence, comme vous l'avez très bien dit, à se constituer une structure politique. Je crois qu'il est clair qu'il veut y aller en 2027 et qu'il ne peut pas en effet être d'abord déloyal à l'égard du président de la République, même si par rapport à d'autres partis, on peut le suspecter de n'avoir pas été très limpide. Mais je crois que c'est pour 2027 qu'il crée cette structure partisane qui va l'entraîner, bien sûr, à soutenir à fond le président pour les législatives. On va faire répondre Benjamin Morel, qui nous a rejoint, un docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2. Benjamin Morel, Bonsoir. Vous pensez plutôt à une hypothèse 2022 ou 2027 pour Édouard Philippe? Non, je crois que très clairement, l'hypothèse 2022 à ce stade-là apparaît exclue pour une raison simple d'espace politique. En réalité, vous n'avez aujourd'hui plus réellement d'espace politique pour Édouard Philippe. Ça pouvait se discuter il y a encore quelques mois, quand la droite était en panne de candidature, quand vous aviez une vraie fragilité de ce côté-là de l'échiquier politique. Là, il y avait quelque chose qui aurait pu être fait par Édouard Philippe. Et il n'a pas tenté à ce moment-là le coup, alors que plusieurs cadres de LR avaient tenté d'aller tâter le terrain auprès de lui. Donc on voit que la situation aujourd'hui n'est plus la même. Vous avez un Emmanuel Macron qui triangule au centre droit, qui apparemment
au vu des enquêtes, n'a aucune raison de ne pas être candidat à sa propre succession. De l'autre, vous avez un embouteillage à droite. Le problème, c'est le trop-plein de candidats. Donc, à partir de là, il n'y a pas réellement d'opportunité pour Édouard Philippe. En revanche, en vue de 2027, le fait d'avoir une structure ancrée à la droite de la majorité lui permet déjà de peser sur le logiciel d'Emmanuel Macron, parce qu'en effet, actuellement, vous avez un déficit partisan à ce stade-là. Bon, il y a Agir, les indépendants, mais en fait, c'est pas grand-chose du point de vue de la structure. Là, vous pouvez avoir une structure assez forte qui permet à Édouard Philippe de continuer à exister durant le prochain quinquennat. Et si Emmanuel Macron n'a pas de successeur naturel, et pour l'instant, il n'a pas de successeur naturel, partant du principe qu'au regard de la Constitution, il ne pourra pas se représenter. Et bien, en effet, vous avez un espace politique qui s'ouvre. Guillaume Rivalan. Oui, moi j'aimerais prendre juste un tout petit peu plus de hauteur parce que je suis pas certain que ça soit. Vous êtes les gros dos du marché des vaches. Je vais rester assis pour autant, mais j'aimerais. Ouais, c'est vraiment le gars de la Macronie, genre, tu sais, vraiment, il est trop intelligent j'aimerais pour rappeler nous. que Édouard Philippe, Tu l'as trouvé, lui. c'est un homme qui est loyal, qui est cohérent et qui est patient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense et j'ai l'intuition, premièrement, qu'il va clarifier assez vite effectivement un soutien assez clair au président de la République. Et deuxièmement, pour éviter d'être sans arrêt dans le recoin du recours, il va justement structurer une nouvelle offre politique. Puisque quand on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'espace, etc., je ne suis pas totalement d'accord, au moins à deux titres. Déjà, à droite, il n'y a pas de chef. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ils savent même pas comment organiser une primaire, un sondage, etc. Enfin bon, c'est pas extrêmement clair. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même orphelins. C'est-à-dire que on en parlerait tout à l'heure de la personnification finalement du président ou de leader politique versus les appareils de parti. Mais aujourd'hui, des gens qui sont sur un centre droit constructif, qui sont pas totalement LR, encore moins Zemmour et compagnie, mais qui sont pas prêts à franchir le pas de la Macronie. Il y en a beaucoup qui sont en l'air depuis finalement la disparition du MP, et ces gens-là pourront être captés par Édouard Philippe. Justement, je vais citer Philippe Bilger dans le micro, sinon l'auditeur ne vous entend pas. Non, je disais que malgré sa prétendue élévation, c'est très bien ce qu'il a. Alors, Françoise Degois, qu'est-ce qu'il est fort, il le sent là. Je vais vous faire réagir sur justement un propos d'Édouard Philippe. Il juge que les Républicains LR ne reviendra pas à ce qu'était l'UMP, c'est-à-dire un mouvement agrégeant différentes sensibilités de droite, et que par conséquent, il manque en France une formation de centre droit. Vous êtes d'accord avec son analyse ? Vous savez, François Mitterrand disait une chose, et Benjamin, et vous le savez également, il avait cette phrase magnifique, il disait « Les cimetières politiques sont remplis de recours ». Ils sont remplis de gens qui se sont pensés, si vous voulez, en recours. Donc, moi je pense, pour avoir fréquenté des présidents et des grands fauves politiques, qu'à un moment donné, vous avez l'audace ou vous ne l'avez pas. Vous prenez votre risque ou vous ne le prenez pas. Je ne suis pas certaine, je sais très bien quel est le calcul d'Édouard Philippe. Emmanuel Macron y va. Au meilleur des cas, il est réélu. Il ne peut pas l'être plus de 2 fois, à moins qu'il change la Constitution, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. Les coups d'État constitutionnels, ça existe. Je blague. Ne mentez pas. Ne portez pas sur vos grands chevaux tout de suite. Là, le macroniste de service, sympathique mais macroniste. Et donc, je veux dire par là qu'il se dit... Voilà, mon tour, c'est 2027. Mais Laurent Wauquiez se dit exactement la même chose. C'est-à-dire, je pense que Édouard Philippe, c'est affreux ce que je veux dire, il a un tempérament formidable d'excellent numéro 2. Alain Juppé a été un excellent numéro 2. Je pense qu'Édouard Philippe n'a pas la puissance, le goût du risque et la structure psychique pour être un jour candidat à la présidence. Jean-Philippe Moinet, c'est Poulidor pour faire une métaphore sportive, Édouard Philippe. C'est vrai, je suis assez d'accord avec Françoise Degois sur le constat que les premiers ministres de la 5e ont tous eu du mal. Souvenons-nous, Édouard Balladur. Mais Jospin. Jospin, Chaban-Delmas, François Fillon, qui a été le seul qui a réussi, c'est Chirac en réalité. Que la métamorphose n'est pas forcément la plus simple. Ça, c'est le premier point. Je pense néanmoins que pour 2027... on verra, on aura le temps d'en parler beaucoup, mais que pour le court et moyen terme, il y a 2 enjeux. Le premier, assez court terme, c'est pour ça que le calendrier d'octobre est arrêté pour Édouard Philippe et ses amis, c'est qu'il y a un enjeu et un sujet de contre-feu de la droite républicaine, certes éparpillée avec 5 ou 6 candidats, mais pour faire contre-feu à cette partie-là, je pense que Emmanuel Macron a besoin de porte-voix pour, en dehors du gouvernement,
où il y a les personnalités de droite présentes, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Roselyne Bachelot à la culture, Jean Castex à Matignon, mais qui sont tenus par la fonction institutionnelle. Et donc il lui faut des relais hors gouvernement du côté de la droite républicaine ou du centre-droit qui fasse contre-feu aux offensives thématiques, notamment sur la sécurité et l'immigration qu'on a entendu depuis la rentrée par des alliés finalement de la majorité présidentielle. Édouard Philippe peut jouer ce rôle à partir d'octobre, novembre, décembre. Ensuite, on y reviendra, mais il y a un vrai enjeu de composition, dans la recomposition engagée en 2017 d'une nouvelle majorité parlementaire en 2022, après la présidentielle, où on dit qu'Édouard Philippe pourrait rejouer un rôle au point de briguer l'hôtel de l'AC, la présidence de l'Assemblée nationale, comme Chaban-Delmas l'avait fait. Juste un mot pour dire que c'est exactement ce à quoi réfléchit Emmanuel Macron, parce que nous avons tous nos espions. Il réfléchit, lui considère que la vie politique s'oriente vers un grand parti démocrate à l'américaine, c'est-à-dire le centre-droit. C'est ce qu'a dit Clément Beaune, je crois. Face à un grand parti conservateur. Lui, il pense que c'est comme ça, que ça fonctionne comme ça. Donc, dans cette logique-là, on englobe, d'abord, on tue la République en marche, c'est-à-dire que vraiment, parce que la marque ne paye pas. Oui, mais enfin, on le supprime parce que la marque ne fonctionne pas. Moi, je crois surtout qu'Emmanuel Macron sait parfaitement que si la droite arrive à s'unir, il est cuit. Donc, il va tout faire, évidemment, pour que la droite ne s'unisse pas. Très court, parce qu'on part au 0826 sérieux, il est cuit. J'allais dire que malgré tout ce qui ne peut pas conduire Édouard Philippe à se présenter en 2022 pour les raisons qu'on a tenté d'évoquer ensemble, je saisis ce que veut dire Françoise tout de même, non pas qu'il ne soit pas capable de prendre des risques, mais je me demande s'il trouvera encore à l'avenir une configuration aussi miraculeuse que celle qu'il a trouvée. L'alignement des planètes. Alors que dans son mandat de Premier ministre, c'est lui qui a fait toutes les erreurs qui ont conduit Macron à la... Quand vous parlez de contexte miraculeux, vous pensez à 2017 où il a été bombardé de Premier ministre. Et puis la gestion sanitaire, les erreurs qu'il a fait commettre à Emmanuel Macron, mais qui l'ont tout de même propulsé en permanence en tête des sondages. Donc, est-ce qu'au bout de 5 ans, il aura encore cette étoile pour lui? On va avoir l'avis des auditeurs. Bonsoir Philippe. Pour parler d'Édouard Philippe, c'est parfait. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Libourne. Vous votez quoi, vous? Candidat en 2022, en 2027 ou à Pâques ou à la Trinité? Rien du tout. Moi, je suis d'accord. Je suis pas souvent d'accord avec Françoise de Gaulle, mais je pense que c'est elle qui a raison. Là. En fait, on est en train de... Enfin, les médias... C'est pas c'est les médias sont en train de nous fabriquer un deuxième Juppé. C'est-à-dire une personnalité qui est un poulidor de la politique, qui n'a aucune sympathie du public, même si les sondages qui sont des questions orientées nous disaient Juppé, ça sera la même chose avec Philippe. Son bilan, il est catastrophique. C'est incroyable. En fait, c'est le gars qui a tout raté dans la crise sanitaire, qui a mis les gilets jaunes dans la rue, le gars qui a fait les radars à 80 au plus mauvais moment, il a accumulé toutes les erreurs. Il a accumulé toutes les erreurs. Il a accumulé toutes les maladresses. Et les médias vont nous faire croire que les Français vont voter pour lui. C'est la même chose que Juppé. En pire, je dirais même. Parce que Juppé, droit dans ses bottes encore, ça allait. Il n'avait pas fait des grosses erreurs, à part des erreurs politiques à la fin. Mais là, lui, c'est vraiment... Quand je parle de lui à des gens, mes relations, c'est soit ils ne le connaissent pas, soit ils disent tout de suite c'est les gilets jaunes. Alors Philippe, merci beaucoup Philippe de Libourne. Philippe dont on peut déduire qu'il ne votera pas pour Philippe, Édouard Philippe. Justement, Benjamin Morel, vous entendez Philippe qui dit Édouard Philippe, c'est les gilets jaunes, c'est le 80 à l'heure et c'est la gestion catastrophique du début de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre ? Alors, il faut admettre qu'Édouard Philippe a été quand même à la source de certaines crises de ce quinquennat. Et c'est vrai que sa position parfois un peu rigide, au moment des Gilets jaunes, au moment de la réforme des retraites également, a conduit à envenimer un certain nombre de situations. Mais Édouard Philippe est parti au meilleur moment pour un Premier ministre. Il est parti au moment où, après avoir géré, malgré tout, de manière pas si mauvaise que ça, le premier confinement, eh bien, il partait avec l'aura de ce départ, en plus, qui plus est avec une forme de comparaison avec Emmanuel Macron qui, lui, avait été plutôt mal perçu lors de ce premier confinement, et il débarquait de manière plus, jugé comme étant un peu injuste par l'ensemble des Français. Donc il part au sommet de sa popularité, et à partir de là, il demeure
au sommet de sa popularité. Il faut faire tout de même attention pour plusieurs raisons. Première raison, eh bien, la popularité et les intentions de vote, c'est pas tout à fait la même chose. Sinon, Nicolas Hulot serait président de la République. Ou Simone Veil l'aurait été il y a 40 ans. Hein. Simone Veil, etc. Bernard Kouchner et Jack Lang, alors voilà, les champions. Et l'autre élément qui m'apparaît tout à fait central, c'est que, et c'était un peu évoqué, alors je suis pas forcément d'accord avec le côté Poulidor. Il faut pas oublier que Édouard Philippe, c'est quand même un 4e couteau de LR à l'origine, qui a montré quand même une capacité à gouverner. Donc je crois qu'il faut pas sous-estimer le personnage. Je parlais pas de sa capacité, Benjamin. Je parle de sa psyché. Non, mais c'était pour l'auditeur. La psyché, je termine. La psyché, je crois qu'à ce stade-là, on a un homme politique beaucoup trop récent pour réellement en juger. En revanche, ce qui est vrai, c'est que 2027, et là je suis totalement Françoise, ne ressemblera en rien à 2022. C'est-à-dire que tirer des plans sur la comète, au vu aujourd'hui de l'état de l'opinion, au vu des profondes transformations des valeurs de l'opinion sur 2027, comme le font peut-être Philippe, peut-être Wauquiez, c'est très clairement prendre un grand risque. On est peut-être à l'aune de changements profonds. Souvenez-vous de 2017. On n'avait pas connu les Gilets jaunes, on n'avait pas connu la Covid. Depuis clairement, Guillaume Rivalon, allez-y. Clairement, je ne peux pas partager le diagnostic du docteur Françoise, mais ça, c'est pas très grave. On pourra s'en expliquer. Et à l'antenne aussi, d'ailleurs. Mais je pense profondément que Édouard Philippe a quand même montré, dans une crise inédite, historique, et ça, personne ne le remet en cause, qu'il a été... il a la carrure d'un chef d'État, quand même. Il s'est prononcé à plusieurs reprises, parfois sans savoir. Un homme d'État. Bien sûr, un chef d'État. Mais quand même, pouvant se projeter là-dessus légitimement. En tout cas, pas plus que finalement les candidats aux différentes primaires. Hein. Si on regarde Sandrine Rousseau, si on regarde Yannick Jadot, si on regarde Éric Ciotti, si on regarde Denis Père, pardonnez-moi, mais il y a quand même des différences aussi. On parle pas de ça. Hein. Mais si, on parle de ça, parce que c'est un homme qui a gouverné dans des conditions difficiles. Et quand on le met, si vous voulez, responsable de tout, des 80 km/h, des gilets jaunes, etc., c'est pas... Non, je dis pas ça du tout. Faut arrêter quand même. Les 80 km/h, c'est pour qu'il y ait moins de morts. Après, Jean-Philippe Moinet. Les gilets jaunes, c'est pour sauver la planète. Dans le micro. C'est vrai que sur la popularité, il faut reconnaître à Édouard Philippe d'avoir été en résonance avec l'opinion publique assez largement, parce que les sondages n'ont rien fabriqué, ils ont fait une photographie de popularité. Après, on peut contester les contenus de certains choix de politique publique, c'est autre chose. Mais sur la popularité, elle est certaine, notamment du côté du centre, la droite républicaine, où il est l'un des champions en termes de popularité, ce qui ne veut pas se traduire forcément, je suis d'accord avec Benjamin Morel, évidemment, sur le sujet de la non-traduction automatique en intention de vote, mais... il faut lui reconnaître un certain caractère, et dans les périodes de crise, le caractère d'Édouard Philippe a transfiguré même sa fonction, y compris, il a peut-être surpris lui-même d'avoir à gérer une crise que personne n'avait prévue en janvier 2020 d'une manière aussi brutale en mars de la même année 2020, et il a fait face. Et c'est ça, en étant ensuite remercié par le président de la République en juin-juillet de la même année, qui a été retenu par l'opinion, ce qu'il était capable de faire face à des circonstances compliquées. Oui. Françoise Degois, très rapidement. C'est pas si fréquent dans le paysage politique. C'est pour ça que je dis que homme d'État, certes, président et candidat à une présidentielle, c'est une marche différente. Qu'on le veuille ou pas, ça n'a absolument rien à voir. Et je pense que tous les présidents qui ont gagné ou pas, tous les candidats de gros partis, les candidats très puissants, très sérieux, ont tous en commun la prise de risque, la capacité à prendre le risque, la capacité également à trahir et à tuer le... Pardonnez-moi Françoise, mais il a quand même, en pleine crise, été candidat à une élection municipale au Havre, et ça, c'est pas prendre un risque. C'est comme François Hollande, qui est pourtant mon ami, qui prend le risque d'être président du conseil départemental. Philippe Bilger, c'est un risque électoral. N'importe quoi, mais ça, mais vous racontez. Verdict sur Twitter, les vraies voix. Merci beaucoup, François Degois, Guillaume. Il est déjà dissipé pour une première. Le premier débat, Édouard Philippe va-t-il se présenter à la présidentielle en 2022 ? Vous êtes 20% à dire oui. En 2027, 25% et jamais 55%. L'avenir nous dira si le fait d'être maire du Havre permet de mener une ambition à bon port. Et en plus, c'est magnifique. Oh, excellent. Jolie marque de Fontainebleau de sortir du bois. Et nous avons les vraies voix, une gagnante. Tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Vous nous appelez de Graveson, ça se prononce comme ça dans les Bouches-du-Rhône. Graveson. Ouais, Graveson. C'est où dans les Bouches-du-Rhône ? C'est vers Marseille, Aix ? C'est à 10 km de Saint-Rémy-de-Provence. Oh,
quel endroit magnifique. Ouais. Vous avez été la 8e à appeler le 0826 300 Merveilleux. 300 et vous avez gagné un bon d'achat de 150 € pour des livres photos personnalisés, pour des calendriers photos personnalisés et pour immortaliser sur papier vos plus beaux souvenirs avec monalbumphoto.fr. Si vous voulez, on a Et vous même avez la photo de Philippe Philippe Bilger en David. version Terminator. Voilà. C'est extraordinaire. Vous avez également, vous avez une chance extraordinaire, vous avez Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Olivier Véran, tous ces génies de la Macronie, Eh bien, c'est gratuit, c'est génial, non Vous avez gagné avec Sud Radio. Merci de votre fidélité. On vous embrasse, on embrasse les Marseillaises, les Marseillais, les habitants Allez, des l'OM. Bouches-du-Rhône, les auditeurs. Ça, c'est vous qui le dites. Allez l'OM. Et on se retrouve. Merci beaucoup à Jean-Philippe Moinet et à Benjamin Morel. On se Merci retrouve à tout de vous. suite pour la chronique présidentielle de notre ami Alexandre Priam.